Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie des previews Dunk Hebdo de la saison NBA 2022-2023. On est à mi-parcours, les cernes commencent à apparaître, mais voilà, on garde la foi. On remonte le classement petit à petit et on arrive bientôt à des équipes qui ont de l'ambition dans un épisode, vous verrez cette semaine qui est, aujourd'hui plutôt, qui est très hétérogène, très hétérogène. Pour ce faire, il était déjà avec nous pour la partie numéro 2. On remonte le classement. Ces Sixers ne sont toujours pas là. C'est Amine. Comment ça va, Amine? Je sais que tu avais beaucoup de choses à dire sur le classement ESPN. Aujourd'hui, tu auras beaucoup à dire, je pense. Oui, je pense que là, c'est là où on a le plus gros. On a un groupe avec des équipes qui ont le plus gros écart parmi tous les groupes qu'on traite, je pense. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, justement. Parce que c'est vrai, Madiane, dans ce groupe-là, on a une équipe qui pourrait soulever Larry O'Brien, qui a des chances de le soulever, et on a une équipe qui pourrait soulever un peu comme dans le Royaume Victor Wembanyama, en fait. Donc on a deux types de possibilités. Tout à fait. Non, il y a des équipes où, au moment où j'ai lancé la préparation de l'épisode, j'ai levé un sourcil en me disant « Mais tiens, ils sont là, eux ?» Encore une fois, si vous avez suivi l'intersaison Dunk Hebdo, vous devez peut-être deviner de quelle équipe on parle dont on n'a toujours pas parlé après avoir présenté déjà 12 équipes. Encore une fois, pour ceux qui nous découvrent maintenant, je sais que certains écoutent en priorité l'épisode avec leur équipe. On vous rappelle qu'on base notre méthodologie sur l'article d'ESPN de Kevin Pelton, qui donc fait des projections, qui rentre tout ça dans un algorithme qui va donner des victoires, en tout cas une moyenne de victoires sur un nombre de simulations. Et nous, on a remonté le classement déjà avec les 12 premières équipes des Pistons qui avaient la pire projection. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au milieu du classement et on aura beaucoup à dire justement sur ces projections. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute, également sur Twitter, mais aussi sur YouTube où vous l'avez remarqué, ces previews sont publiés en avance. La team YouTube, on sait que vous avez beaucoup souffert dernièrement parce que on a eu des gros problèmes pour publier la vidéo, donc on vous devait bien ça. On marque une petite pause et puis c'est parti, on s'envole du côté de Charlotte. Les Charlotte Hornets, prédiction à 40,8 victoires du côté d'ESPN. L'année dernière, 43 victoires, 39 défaites, 6e attaque, 20e défense. Dans ce qui a été, je vais citer ce que tu disais, Madiane, en off, une des pires intersaisons all-time qu'on ait pu voir dans l'histoire du podcast. Les Hornets entament cette saison et vous l'avez sûrement compris, c'est cette équipe-là dont la projection nous surprend un peu. C'est une des questions les plus simples des 30 qu'on aura durant ces 5 previews. Quel est l'objectif de la saison? Je vais commencer avec toi, Amine. C'est quoi l'objectif de la saison pour ces Hornets? Je pense qu'il faudrait déjà leur demander, en fait, parce que il semblerait que l'objectif, ce soit de faire mieux que l'année dernière, mais on a l'impression qu'ils vont essayer de faire avec moins bien que l'année dernière. Donc déjà que l'année dernière, ça rate assez piteusement le play-in, alors que disons que l'effectif était mieux construit, même s'il y avait toujours ces problématiques à l'intérieur. Ça a l'air pire cette année avec tout ce qui s'est passé. On n'a plus Miles Bridges qui était clairement imposé comme le deuxième meilleur joueur de cette équipe, et va falloir compter sur un Gordon Hayward qui se blesse pas, donc de la science-fiction, et l'arrivée de Steve Clifford qui après tous les rebondissements au niveau des coachs, déjà je comprenais pas trop pourquoi on se débarrassait de James Borrego, mais en plus pour prendre Steve Clifford qui a un certain plancher, mais avec cet effectif, quel est le plancher que ça va donner? Je pense que leur objectif, ça doit être le play-in. Je doute qu'ils y arrivent. Madiane, tu n'étais pas là pour parler des Spurs et tu nous as dit ce sera un petit peu mes Spurs à moi. C'est Hornets. On a déjà beaucoup parlé de Hornets et on comprend la frustration de leurs fans, mais effectivement, les voir à ce niveau-là ou les voir même à Vegas à 36 victoires et demie, c'est le livret A de la NBA, c'est Hornets. Alors, en préambule, c'est ce que je me suis noté, c'est que je fais un peu d'informatique. Moi, si j'avais fait un algo qui m'avait sorti les Hornets à 40 victoires, j'aurais changé l'algo. Je me serais posé des questions sur ce que je venais de faire. Mais bon, c'est pas ce qui a été fait. Plus sérieusement, comme dit, c'est une équipe qui est très ambivalente parce que
d'un côté, tu regardes le matériel qu'ils ont et tu te dis bon, au moins ce sera un show offensif. Tu regardes le coach, tu te dis bah non. Enfin, c'est très bizarre. Et c'est ce qui, justement, je pense que la question est excellente parce que je pense qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Je pense sincèrement qu'il y a un problème et qu'ils savent pas ce qu'ils font parce que tu dis que l'objectif c'est de faire mieux que l'an dernier. T'es moins bon. T'es objectivement moins bon. Tu es une équipe super excitante offensivement et vraiment je trouve que sur le terrain c'est un show, c'est intéressant, c'est une équipe League Pass, c'est toujours sympa d'aller les regarder jouer l'an dernier. Je pense que même cette année il y aura moyen sur des séquences de s'amuser à les regarder. Et t'as Clifford sur ton banc qui ne va pas chercher à développer, qui a tout faire pour gagner des matchs et vraiment tout faire pour gagner des matchs, c'est toujours ce qu'il a fait et ça il faut pas lui reprocher. Qui va essayer d'instiller une discipline défensive à cette équipe qui n'en avait absolument aucune. Mais du coup, tu seras pas excitant. Tu seras pas assez mauvais pour prétendre à la course à victoire qui semble s'être lancée dans toute la NBA. Moi, les Hornets, je ne comprends pas ce qu'ils font. Pour moi, ils ont pas d'objectif. Pour moi, ils savent pas ce qu'ils font. Parce que sinon, je vois pas comment avec cette ligne-là, tu arrives à me justifier un développement cohérent et une suite dans les idées. C'est quoi la suite? C'est quoi le plan? Je pense qu'ils en ont pas, hein. Je pense que le plan originel après l'échec retentissant du play-in, c'était de relancer la même équipe avec un autre coach. Et je pense que, tu vois, Amine, je pense qu'ils ont viré Borrego parce qu'ils l'ont tenu. Je pense que c'est un raccourci trop facile, mais je pense qu'ils l'ont peut-être tenu responsable des catastrophes au play-in, les 2 fois. Ouais. Le fait est que l'intersaison est passée par là et que pour moi, là, ils sont dans une logique de mise à plat. C'est-à-dire qu'ils vont regarder leur effectif. Kelly Oubre va être free agent l'année prochaine. Gordon Hayward, il lui restera une année de contrat. Mason Plumlee sera free agent. On va devoir re-signer Lamelo, ce qu'on va faire parce que ça reste quand même un joueur dans sa 2e année qui a été All-Star. Il y a la question PJ Washington. On va évaluer l'effectif et on repart l'année prochaine. Ça reste un effectif très jeune où il y a que 5 joueurs qui ont plus de 3 années d'expérience en NBA, donc c'est très très jeune. Mais l'objectif pour moi, c'est d'évaluer tous les jeunes joueurs qu'on a en fait. Il est là l'objectif et le fait est que dans cette course au tankathon, ils vont déjà partir en retard et moi je les vois, ils vont piquer à la fin du top 10 de la draft, quoi. Probablement, ça semble parti pour ça. Et comme d'habitude. Et moi je trouve, alors vu que les gens comprennent qu'on n'est pas en accord avec ce qui a été dit, ce qui est prostiqué par ESPN, moi je suis vraiment plus d'accord avec ce statut d'équipe League Pass qu'il faut regarder. C'est une équipe highlight YouTube. Les Hornets. Oui. Moi, c'est highlight. J'ai eu le malheur, parce que j'ai vu qu'ils se sont pris une rousse, de regarder leur premier match de pré-saison contre les Celtics. C'est scandaleux ce qu'ils proposent. Donc, Mais en tout cas, on peut les féliciter parce qu'ils sont très 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 bien partis pour garder leur pic. Protéger top 16. On va finir là-dessus, Amine. Une bonne saison, j'aime bien poser ce genre de questions, une bonne saison des Hornets, c'est quoi? Ils accrochent le play-in, c'est ça le plafond de cette équipe? Bah oui, pour moi, c'est la 10e place, c'est le plafond de cette équipe. C'est 10e place, il y a des accidents au-dessus. Quand je disais que je comprenais pas trop pourquoi on enlevait Borrego, c'était plus enlever Borrego pour mettre Clifford. C'est vrai qu'ils ont essayé à Clinton, mais disons que Borrego, il essayait quelque chose, il était dans cette logique, comme Madiane en parlait, de proposer un show offensif, en fait. Et quitte à aller au bout de ses idées, on parlait de Mike D'Antoni, ils auraient dû prendre Mike D'Antoni et aller au bout du processus du show offensif. Mais pourquoi ils prennent Clifford? C'est parce qu'ils ont été radins. C'est ça le pire dans cette histoire. C'est que Atkinson ne vient pas parce qu'on lui permet pas de ramener son staff et qu'on est radin sur les salaires. Enfin, vous vous rendez compte? Je pense que Clifford était le seul coach d'un calibre NBA à accepter à peu près n'importe quel job parce que ben il s'en foutait. Mais en soi,
la raison pour laquelle ils prennent Clifford n'est pas une raison sportive. C'est ça qui me fume en fait dans leur décision. C'est que c'est même pas une logique sportive, c'est juste parce que c'est le seul qui a accepté à ce tarif-là. On vous invite, pour ceux qui veulent un peu plus de contenu Hornets, on avait fait un bilan de leur été avec celui des Cavs, et globalement, on parlait peut-être un peu plus des joueurs, mais là, effectivement, l'objectif se semble s'assombrir. On enchaîne avec les Knicks. On reste à l'Est, et les Knicks, projection à 41 victoires et demie. L'année dernière, 37 victoires, 45 défaites. 21e attaque, 12e défense. Question qui nous vient de Constant, je crois, toutes les bonnes équipes de Tibbs s'appuyaient sur une bonne défense. Comment y parvenir avec Brunson et Fournier dans le 5? Je vais te lancer toi, Madiane, parce qu'on parle des Knicks, donc je sais que ça tient toujours une petite place, c'est un peu spécial dans ton cas. Toujours. Comment on reste bon défensivement, ce qui est un peu la patte de ces Knicks version Thibodeau? Eh ben, c'est difficile en fait de se projeter convenablement sur comment ça peut devenir une bonne défense. Pourquoi? Parce que je regarde le profil d'un Evan Fournier. C'est un joueur qui accepte les tâches, mais qui est pas non plus ultra compétent. Il est moyen moins en défense, mais enfin, pour son poste, il fait vraiment tout, et c'est ce que j'avais dit dans le podcast sur les arrières, il fait vraiment tout et il accepte de le faire. Brunson non plus, c'est pas un incroyable défenseur, c'est pas ce qu'on va lui demander. Et je suis un peu revenu sur la saison entre guillemets de succès des Tibbs avec les Knicks où ils jouaient avec Payton et Barrett. C'était pas non plus magistral défensivement au niveau des guards. Et la saison était bonne défensivement, un peu en trompe-l'œil, encore une fois, parce que il y avait un facteur assez bizarre qu'on n'arrivait même pas à expliquer dans le podcast. Je me souviens qu'on a essayé de se pencher sur la question, il n'y avait pas d'explication sur les équipes face à eux performent moins bien offensivement, mais c'est pas la qualité de la défense qui fait ça. Et on s'est demandé si c'était pas un gros effet statistique sur cette équipe. Et moi, je pense qu'ils seront pas incroyables défensivement et que ça va leur poser d'énormes limites. J'ai du mal à croire en cette version des Knicks. Je demande à avoir tort, mais moi, dès l'intersaison, quand j'ai vu qu'ils mettaient tout pour aller chercher Brunson, ça m'a fait un peu soupirer en me disant, j'ai l'impression qu'ils refont la même erreur encore et encore et encore et encore. Et qu'ils sont sortis d'une saison miraculeuse où ils partent en play-off, alors que pour moi, c'était vraiment un miracle que cette équipe-là n'avait pas le niveau à mes yeux. L'an dernier, ils étaient plus réels sur leur niveau, et là, ils font un move un peu push pour prendre Brunson, mais j'ai pas l'impression que ça va grandement améliorer le niveau global. Ça va un peu améliorer le niveau offensif, mais pas grand-chose de plus. Amine, on parle de ta division, on parle de l'Atlantique. Alors que comment, quand on va jouer les Knicks, est-ce que alors je sais pas si tu étais vraiment inquiet par leur défense, mais est-ce que ça peut tenir? C'est vrai que Brunson on l'a déjà dit, c'est un meneur undersize, donc un peu en dessous de la moyenne niveau taille. Et effectivement, si cette équipe-là des Knicks, ça passe cette solidité défensive, on peut un peu s'inquiéter de leur plafond justement, dont on parlait de la séquence d'avant. Ouais, clairement. Madiane a bien dit le problème. Comme il le disait, en fait, même l'année où ça a marché défensivement, il y avait un peu le côté, il y avait des articles là-dessus sur la défense Jedi, c'est-à-dire ils étaient bons, mais on savait pas pourquoi. La différence avec, la différence avec les Hornets, pour prendre un point de comparaison d'équipes qui sont à peu près dans le même range, c'est qu'ils ont un vrai poste, ils ont un poste intérieur avec un titulaire et un backup qui peut faire 48 minutes de qualité, ce qui améliore déjà grandement la défense en fait. Avec le recrutement d'Hartenstein, avec Mitchell Robinson, avec même Jericho Sims qui a montré des choses intéressantes l'année dernière, on a une bonne rotation à l'intérieur. Pour le reste, c'est compliqué. Moi, je suis limite plus inquiet par Julius Randle en fait, qui est peut-être le plus gros problème de cette saison réussie, c'est que après la saison stratosphérique qu'il avait fait, ils étaient obligés de le signer, et aujourd'hui son contrat est forcément un boulet en fait. C'est très difficile d'organiser une équipe avec Randle, avec Barrett, avec Brunson.
le jeu off-ball, je sais pas comment ça va s'organiser parce qu'on parle de la défense, mais l'attaque, c'est pas si évident. Brunson, moi j'aime beaucoup le joueur, mais je suis pas sûr que c'était le joueur dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'un renfort à la main, mais ils avaient besoin de playmaking et c'est pas ce que t'apporte le plus Brunson en fait. Donc j'ai bien peur qu'on va avoir une bouillie avec beaucoup d'ISO et une défense average. Voilà. Donc je les vois basketball. C'est ça. Je les vois un peu au-dessus des Hornets, mais pas bien supérieur. Et effectivement, quand on regarde, je te rejoins totalement, Amine, sur la protection de cercle, ils étaient top 5 la saison dernière et ils vont peut-être pas être top 5, mais je pense qu'ils auront toujours cette capacité à bien protéger le cercle. Et quand tu protèges le cercle en NBA, on va dire que en général, ça t'évite les places, les 10 dernières places en défense, mais cette équipe des Knicks, elle a besoin d'être dans la bonne moitié, voire beaucoup plus pour être viable. Et c'est une équipe avec la défense de Tibbs qui concède beaucoup de 3 points. Et c'est là où la défense des arrières va être décisive. Et effectivement, Brunson, Fournier, ou même si Fournier est pas encore le poste 2 lui est pas promis. Bon, visiblement Thibodeau a plus ou moins fait comprendre que ça serait lui, mais ça risque d'être compliqué. Donc effectivement, s'ils perdent ces assises défensives là, ça risque d'être compliqué. À voir si Tibbs peut se réinventer. Je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Non, mais il faut être sceptique, là. Je pense que, comme vous l'avez dit, contrairement aux années précédentes, peut-être que leur plafond va se décider sur leur attaque. Et leur attaque, ils étaient 21e la saison dernière. Je pense qu'ils ont plus de talent, mais le fit me paraît compliqué. Ça veut dire que les gars, si on continue un peu nos projections, si on est d'accord pour dire que c'est une équipe un peu au-dessus des Hornets, on met les Knicks au play-in, quoi. Mais dans le mauvais côté du play-in. Ouais, ils peuvent accrocher une 8e place, peut-être sur une saison qui se passe bien, mais moi je les vois 8-9, ça m'étonnerait pas que ce soit soit du bon côté, soit du mauvais côté de la balance, mais ouais, 8-9, ça me paraît être cohérent pour cette équipe. Moi je les ai plutôt 11-10 personnellement. Parce que j'ai l'impression en fait, je les vois vraiment à la lutte avec les Wizards, qui je pense sont un peu sous-estimés dans le classement. Et au-dessus, je pense que les équipes sont supérieures, en fait, et ont un plancher supérieur. Je pense à Bulls, Hawks, avec leur division. Faut pas oublier que les Knicks sont dans une division, peut-être la pire division à l'Est. Donc, certainement la pire division à l'Est. Et moi, je les vois. Je pense que ils ont largement les moyens d'aller sur la 10e place, mais que disons que 9, ça serait déjà une réussite. Effectivement, la division, ils ont que des équipes qui jouent le top 6, qui sont candidates au top 6, et ça fait potentiellement beaucoup de défaites qui peuvent s'accumuler pour les Knicks. On remonte. Alors là, quand on vous parlait d'un épisode totalement hétérogène, on a commencé par Hornets, on a enchaîné par Knicks. Qui a-t-on maintenant? Les Warriors. Et oui, alors voilà, l'algorithme a certaines surprises. Les Warriors à 41,9 victoires. L'année dernière, champion NBA, 53 victoires, 29 défaites, 17e attaque, 2e défense. Alors, cette question-là, j'hésitais parce pour raconter un peu comment on a préparé cet épisode, on avait un Google Doc on avait tous mis des questions pour chaque équipe. J'hésitais à choisir et puis Draymond Green a décidé de faire de la MMA, donc du coup la question s'est imposée d'elle-même. La dernière danse pour ce trio légendaire, Amine, est-ce que c'est la dernière danse? Rappelons que l'intérêt, pourquoi on a glissé cette question-là, c'est aussi parce que Draymond Green, il y a des négociations contractuelles à l'heure actuelle et il y a l'air d'avoir un grand canyon entre ce que veut Draymond Green et ce que sont prêts à lui offrir ses Warriors. Moi, j'ai tendance à penser que oui. J'ai tendance à penser qu'on est sur la dernière danse de ces Warriors. Certainement pas la dernière danse de Stephen Curry aux Warriors, mais en ce qui concerne Klay et Draymond, il y a des questions qui se posent en tout cas. C'est-à-dire que Klay, cette saison en tout cas, elle va être décisive pour voir, parce que ce qu'on a vu l'année dernière, on sait que
On sait il venait de revenir et tout. On n'est pas sûr est-ce que c'est devenu son niveau actuel, ce qui serait très inquiétant, ou est-ce qu'il va revenir plus fort. Donc cette saison, ça va être très important de voir où en est Klay et quel est son niveau actuel, surtout défensivement. Voir ce qu'il apportait à une époque, est-ce qu'il est capable de l'apporter encore aujourd'hui. Et Draymond, avec ce qui vient de se passer récemment, les négociations contractuelles, l'embrouille avec Poole et tout, là ça commence quand même à sentir vraiment pas bon. Et l'autre raison qui me fait penser ça, c'est que ça pèse très très cher dans le cap des Warriors, et qu'il va commencer à y avoir bientôt certains petits jeunes, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des hauts choix de draft sur 2 saisons consécutives. Quid de Wiseman, ça on n'en est pas sûr, mais le développement en saison 1 de Kuminga et de Moody nous laisse penser que ça peut prendre le relais sur certains postes justement, et qu'il va falloir les payer, ces joueurs. Donc il va falloir faire le choix entre la jeunesse et l'expérience, si les joueurs d'expérience sont encore à leur niveau, sans parler de Jordan Poole évidemment. Ouais, le receveur du coup de points de Draymond. Même question du coup, Maliane, est-ce que les fans des Warriors vont dire qu'on voit toujours leur équipe négativement, mais est-ce que c'est potentiellement la dernière danse pour t'as bien fait de le préciser, Amine, pas tellement pour un joueur comme Curry, mais pour cette version des Warriors? Ça va être l'occasion de prouver, est-ce que les Warriors sont bien au-dessus du reste de la NBA, comme il disait en disant light years ahead, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont réussir encore une fois à préparer l'avenir tout en gardant du coup une base qui serait plutôt de garder Stephen Curry et Klay Thompson, et peut-être de ne pas donner son argent à Green. Et ça me semble être la bonne direction pour la franchise, parce que ça va être difficile quand même de repartir sur un run pour un titre. C'est peut-être l'un des rares champions en titre qu'on voit aussi bas derrière, en se disant bon, ils l'ont pris, mais le refaire, ce serait si je vous dis à la fin de la saison les Warriors ont gagné, c'est une sacrée surprise. Si on se le dit aujourd'hui, c'est une surprise pour moi. Et moi, je pense que oui, s'ils axent la suite plutôt en préparant leur avenir, en se disant bon, Curry ce sera pas éternel, Klay ce sera pas éternel, on a des choses à gérer. C'est peut-être pas le moment de filer, je sais pas, 4 ans et beaucoup d'argent à un Draymond Green qui du coup n'est pas dans son prime physique, et qui malgré tous les services qu'il t'a rendus à contrat pour dire merci. On peut demander aux Lakers qu'est-ce que ça a donné avec l'une de leurs légendes. Les dernières saisons étaient vraiment horribles. Donc voilà. Je pense que ils arrivent à un moment de pivot. Je les vois bien réussir une bonne saison, hein. Ils ont du matériel. Ils seront pas au nombre de victoires annoncées par l'algorithme, mais ils seront bien au-dessus à mes yeux. Mais là, cette année, j'espère que leur saison régulière montrera une envie de préparer la suite pour cet effectif. J'aurais tendance, alors sachant que vous êtes parti du côté des Warriors, je vais plutôt partir du côté de Draymond Green, parce que dans son podcast, Draymond Green, il est assez intéressant dans sa manière de voir la NBA. Alors je suis en désaccord sur certaines choses, mais il a un aspect très business en fait, Draymond Green, hein. Donc quand les joueurs prennent de l'argent, c'est toujours quelque chose qui va se saluer. Donc c'est une méthode de négociation, mais c'est un joueur qui clairement lui n'a pas masqué le fait que il a eu déjà il a une légende qui s'est inscrite du côté des Warriors, il serait prêt à laisser de l'argent de côté. Enfin, c'est quelque chose qu'il a clairement montré, et du coup, moi, je pense que du coup, de son côté, il pourrait laisser passer un peu d'argent, et qui serait prêt à aller peut-être dans une jeune équipe qui pourrait, de son côté, lui offrir plus. Mon seul problème avec cette théorie, c'est que il aurait pu être de ce côté-là, mais maintenant qu'il y a le coup de poing, je ne sais pas si une jeune équipe sera prête à lui donner des responsabilités pour encadrer des jeunes. Je pense qu'il aurait pu avoir ça, et il aurait pu refuser cette année d'option à 27 millions cette année, mais
Bah maintenant, je me demande si son meilleur choix, c'est pas de rester du côté des Warriors, quoi. Oui, et moi je trouve que ça aurait beaucoup de sens pour lui parce que qu'est-ce qui peut battre un contrat de 27 millions? C'est un contrat, je sais pas, à 45-50 sur 2 ans, Mm. sur 3 ans. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va lui offrir ce genre d'argent? C'est compliqué parce que ce que tu peux te dire aussi, c'est que les questions sur son niveau seront plus importantes en fin de saison, encore d'après que maintenant, que à la fin de cette saison. Du coup, il peut toujours tenter d'arnaquer un contrat un peu long avec pas mal d'argent là, mais 27 millions, c'est assez élevé pour que la question se pose pour lui, sachant qu'en plus là il a son petit rebondissement extra sportif qui abîme grandement son image. Ça va être c'est un choix cornélien. Si je suis des Raymond Green, je pense que je prends l'option parce que il a 32 ans. Ça va être, je sais pas si quelqu'un est capable de lui offrir un contrat jusqu'à 35 ans avec suffisamment d'argent, avec au minimum 15 par saison. Ce serait ça qui serait intéressant et je suis pas sûr qu'il réussisse à l'obtenir. Par rapport, si on referme rapidement ce chapitre-là, les gars, et qu'on réagit par rapport à leur bilan, on est d'accord que c'est une équipe qui vise encore l'avantage du terrain à l'Ouest, Amine? Oui. Oui, il vise l'avantage du terrain. C'est pas sûr qu'il l'ait, parce qu'il y a eu un renforcement à l'ouest, que les problèmes actuels peuvent engendrer un peu de retard à l'allumage, ce genre de choses. Mais normalement, oui, ça vise l'avantage du terrain. Très bien. On est encore une fois sur des équipes dont on pourra reparler pendant la saison et pendant les previews playoffs. Donc, on va enchaîner avec une autre équipe dont on pourra... Dernière chose par rapport aux Warriors, c'est surtout le test ultime, je suis en train de me dire. Sur vous vous souvenez, les gars, on a beaucoup parlé de cette approche. On joue à la fois le présent et le futur. Bah là, on teste maintenant. Parce que là, clairement, là, il faut faire des choix et cette approche-là, moi, j'ai toujours été un petit peu pessimiste. Enchaînons par rapport à une équipe qui a fait le choix du présent avec des jeunes joueurs. Ce sont les Cavaliers qui sont annoncés à 42,9 victoires. L'année dernière, la surprise de la saison, 44 victoires, 38 défaites, 19e attaque et surtout 6e défense. La question vient de moi, donc vous êtes obligé de souligner qu'elle est vraiment très bonne, avec des faiblesses clairement identifiées pour les playoffs. Selon moi, le poste 3 qui sera vraiment rédhibitoire pour avoir des ambitions. Est-ce que c'est une équipe qui joue plus que les autres sur sa saison régulière, Madiane? Si j'explique, selon moi, ils ont tout intérêt à avoir l'avantage du terrain en play-off pour espérer vraiment s'éviter les gros ailiers de l'Est. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Madiane? Oui, c'est là où ils ont la faiblesse identifiée, mais d'un côté, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fini par faire. Parce que ils ont pris l'opportunité de marcher là où elle était. Et ça, il faut saluer parce qu'au moment où on en avait parlé la première fois, on en a parlé du coup 2 fois, avant et après le trade dans cette intersaison. Et avant le trade, ce qu'on disait, c'est qu'ils avaient des décisions difficiles avec Sexton, c'était un peu compliqué, on savait pas trop où est-ce qu'ils pouvaient aller, ils avaient un effectif profond, mais on voyait bien les limites. Caris Levert titulaire au poste 2, ça nous semblait être pas incroyable. Bah ouais, mine de rien, ces problèmes-là, ils ont réussi à les écarter. Maintenant, à l'aile, c'est compliqué, pour pas dire très compliqué, mais c'est une faiblesse assumée. Tu ne peux pas avoir dans un effectif à la fois un poste 1 super fort, à la fois un poste 2 super fort, à la fois un poste 4 super fort, à la fois un poste 5 super fort, et en plus avoir un ailier super fort. Il y a un moment, il y a un choix. Le choix est fait de ne pas avoir un ailier ultra compétent. Et ben moi je dis pourquoi pas. Je pense que effectivement il va falloir carburer, mais ils ont la profondeur d'effectif, je trouve, pour y arriver. Moi je note, encore une fois, le trade ne les a pas déplumés. Moi je note franchement entre 5 et 6 guards
qui ne me dérange pas dans une rotation NBA. Au niveau des forwards, j'en ai 5 encore que je note à minima où je ne suis pas triste de les voir dans des rotations NBA cette année. Ça fait quand même 11 joueurs. Bon, pour moi, ils peuvent tourner à 11 joueurs cette saison régulière. Donc, au-delà du fait de est-ce qu'ils doivent miser sur la saison régulière, oui, ils doivent miser sur la saison régulière. Et moi, je pense qu'ils sont tout à fait aptes à le faire de très belle façon. Donc, je suis très confiant. C'est une équipe qui me donne grande confiance et je pense que si je devais miser un top 4, je le miserais bien sur eux. Est-ce que c'est la même chose, Amine? Est-ce que tu serais prêt à viser un top 4 sur ces Cavs? Tout à fait. Tout à fait. J'ai vraiment pas grand-chose à ajouter sur ce qu'a dit Madiane. Je trouve que l'effectif est vraiment profond. Il y a une faiblesse, mais effectivement, il y a un effectif très profond, et notamment à l'aile. C'est-à-dire qu'on n'a pas le joueur alpha à l'aile, mais on peut tester beaucoup de choses et aussi tourner beaucoup si besoin. Si ton titulaire à l'aile, il a 25 minutes, ça sera peut-être pas un problème en fait pour les Cavs. Et moi, la seule question que je me pose un petit peu, c'est concernant Bickerstaff, qui nous a surpris l'année dernière. Mais est-ce que il va trouver la bonne formule cette fois-ci avec mieux encore? C'est la grosse question que je me pose et qui pourrait peut-être faire baisser un petit peu les Cavs. Mais moi, je suis d'accord avec Madiane. Moi, je l'ai dans une range 4-6 en fait. Je pense que en tout cas, ils vont se battre pour l'avantage du terrain. Ça, c'est sûr et certain. Leur avantage, ça serait peut-être sur une fin de saison, être moins dans le calcul que certaines équipes. Parfois, certaines équipes sont dans le calcul, eux, ils seront vraiment dans une optique d'avoir l'avantage du terrain. Et puis, par rapport à cette saison régulière, alors oui, il y aura l'adaptation à Donovan Mitchell, mais il faut aussi, ils ont cette base défensive avec Mobley Allen qui leur permettra de, c'est pas une équipe qui doit créer, ils doivent s'adapter en attaque, mais ils auront toujours cette assise-là avec un Mitchell qui est habitué à jouer avec des bons protecteurs de cercle, même si bon, il était un peu en RTT parfois la saison dernière. Donc, je suis pas trop inquiet. C'est vraiment une équipe qui va jouer. Je suis d'accord avec vous, l'avantage du terrain, et qui, pour moi, je maintiens à tout intérêt à le faire énormément. Les fans des Cavs nous excuseront. On va passer rapidement sur leur équipe parce qu'on a fait en fait beaucoup de contenu Cavs cet été. On a fait le podcast en réaction à Donovan Mitchell. On avait parlé d'eux par rapport au play-in, donc c'est potentiellement l'équipe dont on a le plus parlé cette intersaison. Donc si vous êtes fan des Cavs, que vous nous découvrez, il y a pas mal de contenu à propos de votre équipe sur cette intersaison. Continuons donc sur une équipe, je pense globalement dont on parle assez peu en fait chez Dunk Hebdo, en me disant là je suis en train de me dire qu'on est en train de gérer le chrono même de manière beaucoup trop bonne parce qu'on est à 30 minutes, que se passe-t-il? Donc là on va pouvoir parler beaucoup de joueurs qu'on apprécie avec les Mavericks qui sont annoncés à 43. Ah, on les adore. Qui sont annoncés à 43,1 victoires. Du coup, Madiane, tu m'as dit on les adore. Je vais même pas donner les ratings, je les donnerai après. Parce que cette question, je pense que c'est une de celles qui nous a fait le plus réfléchir cette année. Qui est le deuxième meilleur joueur de cet effectif? Et pourquoi? Alors, je change la formule de la question. Qui est le moins mauvais second joueur de cet effectif? Et la palme du moins mauvais joueur à côté de Luka Doncic, je l'attribue à Christian Wood pour son rendement offensif qui sera très en lien avec ce que va être cette équipe. Ça va être une équipe déséquilibrée vers l'attaque, mais encore comme d'hab. Et c'est la stratégie, et pourquoi pas? Moi je dis, si t'es numéro 1 à l'offensive rating de loin, pourquoi pas? Mais est-ce que t'as la compétence et le talent pour y arriver? Encore une fois, là j'ai des doutes. Christian Wood, un pivot qui défend pas, symbole de cette équipe des Mavericks, mais je me suis basé sur son rendement, ses stats, etc. Ça fit bien quand même à l'esprit de l'équipe, on va pas se mentir. Je pense que là où les doutes seront, c'est qu'il a toujours été dans des équipes qui étaient habituées au bottom, et là il va être dans une équipe qui va plutôt essayer de gagner des matchs. Ça va lui faire bizarre. J'espère qu'il s'est mouillé la nuque avant d'arriver. Donc voilà. Christian Wood, ça s'inscrit bien dans l'équipe. En termes de rendement, je trouve qu'il y a quand même un écart par rapport à d'autres joueurs que j'aime
pas trop non plus dans cet effectif que j'aurais pu citer, mais il y a quand même un gros écart. Mais est-ce que cet écart est lié au fait qu'il jouait dans des équipes de peintres avant ou pas? C'est là la question, et c'est ce qui me fait un peu peur pour son dossier. C'est le gros bémol que je lui mets, mais par défaut, je prends lui. Par rapport aux Cavs, pour quand même respecter la trame, 52 victoires, 30 défaites la saison dernière, 12e attaque, 8e défense, encore une fois, ce sont les statistiques de cleaning de glace. Je pense qu'on va avoir 3 réponses différentes à cette question, ce qui prouve que la question a du sens. Amine, qui est le 2e meilleur joueur de l'effectif des Mavs, cette année? Je comprends ce que veut dire Madiane avec Christian Wood, mais j'ai cherché plus la valuability que le côté meilleur joueur intrinsèquement, en fait, dans ce que j'ai recherché. Et moi, je pense que avec ce qu'il apporte au niveau défensif et le jeu off-ball qu'il offre à Luka Doncic la saison prochaine, ce sera Dorian Finney-Smith, le joueur le plus valuable à côté de Luka. J'ai un peu hésité aussi avec éventuellement le retour de Tim Hardaway Jr. qui avait été très bon l'année où il n'était pas blessé à côté de Luka, ce qui avait été un peu une surprise, ce qui apporte beaucoup de choses offensivement aussi. Wood, moi, je l'ai pas à ce niveau-là parce que je suis même pas sûr qu'il sera forcément titulaire s'il jouera pas avec le banc pour garder une bonne défense. En fait, ce que tu dis, Madiane, l'année dernière, ça a travaillé défensivement, en vérité. D'ailleurs, Ben l'a dit, ils ont terminé 8e défense. Ils ont pas le personnel, mais Jason Kidd a fait plutôt un bon travail là-dessus. Et il y a d'autres joueurs valuables défensivement. Moi, je me pose la question de Maxi Kleber, qui apportait vraiment beaucoup à la défense des Mavs l'année dernière, et qui, avec l'arrivée de McGee, avec l'arrivée de Christian Wood, ça m'inquiète un petit peu, mais bon, voilà. En gros, moi, je mise sur Finney-Smith, 2e meilleur joueur. Personne ne parle de Spencer Dinwiddie. C'est je vais aller de ce côté-là. J'avoue que je me suis aussi un peu gratté la tête comme vous quand j'ai vu cette question. Alors, pour moi, en fait, il y a 3. J'ai pensé à nos 3 réponses. Pour moi, dans un monde parfait, la réponse de Madiane est la bonne. C'est-à-dire si Wood devient le joueur que l'on espère et réussit à devenir l'intérieur qui n'est pas négatif totalement défensivement et qui réussit à écarter et à marquer et à être efficace, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Si par contre tout part à volo, je pense que ça sera Finney-Smith parce qu'il sort d'une saison où c'est devenu en termes de 3&D, enfin c'est un peu un modèle du genre ou un prototype un peu presque parfait. Je suis décidé de partir du côté de Dinwiddie pour 2 raisons. D'abord, sa fin de saison, c'est un peu le pendant du trade justement de Kristaps du côté des Wizards, où en fait l'arrivée de Dinwiddie sur la fin de la saison, il a été notamment au niveau des statistiques. Alors c'est seulement 23 matchs, mais par exemple son efficacité au tir, efficient field goal percentage, est passé de 45% du côté des Wizards à 58 du côté des Mavs. Pour un mec qui prend énormément de long 2 où il avait une adresse totalement insolente, c'est assez c'est un bon point. Alors est-ce qu'il va réussir à maintenir ça sur la longueur d'une saison? Je ne sais pas, mais moi je me dis aussi qu'ils auront besoin du pendant de Jalen Brunson en fait. Ce qui est le plus important pour eux, c'est trouver un moyen, pas de trouver parce que Spencer Dinwiddie ne fera pas du Jalen Brunson, mais il faut trouver ce mec capable de porter la gonfle quand Luka n'est pas sur le terrain. Et je pense que Dinwiddie sera amené à avoir ce rôle-là et que idéalement, c'est peut-être lui le 2e meilleur joueur de cet effectif. Si on close des là, les gars, on situe où les Mavs dans la hiérarchie à l'Ouest? Parce que globalement, je pense on nous l'a déjà reproché, collectivement, on voit les Mavs un peu moins haut que le consensus, je pense. C'est difficile, hein. C'est super difficile de réussir à les classer. J'ai regardé un peu du coup où est-ce que d'autres les classaient pour voir si un des avis me faisait me poser des questions et enfin me plaisait et dans l'argumentation. Mais j'ai rien trouvé qui me va. Je les vois peut-être avec 46 wins.
mais c'est un peu un choix sans conviction. C'est-à-dire que j'ai du mal à évaluer ce que ça a donné sur le terrain. C'est tellement centré autour de Luka Doncic, avec des joueurs qui pourraient avoir des productions extraordinaires comme pas extraordinaires, des joueurs qui pourraient se révéler ou pas se révéler du tout autour de ce système-là qui est très particulier parce qu'il faut être apte à vivre autour d'un seul joueur et sans la balle. Et super dur à évaluer cette équipe. Une équipe où le matériel semble être plus orienté vers l'offense, mais où le coach a plutôt imposé des principes défensifs. Il y a trop d'inconnus. Vraiment, c'est une équipe que je vais même regarder du coup très vite au début de la saison, parce que j'arrive pas à me projeter là sur comment ça va être, notamment dans les rotations, qui va jouer à quel moment, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal à la sentir. Donc voilà, par défaut, je me place aux alentours des 46. Tu te places où, toi, de ton côté, Amine? Parce que 46, à vue de nez, vu l'Ouest, c'est une équipe qui est 5, 6, 7, quoi, à 46. Ouais, je les ai peut-être un petit peu plus bas, mais je suis d'accord avec ce que dit Madiane. En fait, c'est que ils sont très difficiles à classer. Il y a tellement d'interrogations. Il y a des joueurs qui peuvent progresser. On n'en a pas parlé, par exemple, il y a Josh Green qui a montré des choses très intéressantes et qui est un vrai spécialiste défensif. Si ça commence à apporter ce qu'il faut du côté de l'attaque, ça m'étonnerait pas que connaissant un petit peu Jason Kidd, il se retrouve propulsé titulaire à un moment donné. Je les ai un tout petit peu en dessous, aux alentours des 44 victoires. Moi, je les vois play-in cette année. Je pense qu'ils sont moins bons que l'année dernière, tout simplement, en fait. C'est juste ça qui me les fait descendre un petit peu. C'est vrai que si on prend un exemple, les gars, si on prend l'exemple, par exemple, du joueur que j'ai essayé de défendre, D-Windy, si on a la version Washington ou si on a la version Dallas fin de saison, c'est combien? C'est une variance de 3-4 victoires minimum. C'est ça. Christian Wood, si c'est la bonne version que l'on espère ou si c'est la version que l'on craint, encore une fois, on a parlé de Christian Wood dans un autre podcast, c'est encore 3 ou 4 victoires qui peuvent balancer et ça commence à faire beaucoup sur des joueurs un peu pièces en l'air comme ça. Eh bien, on est tous d'accord, abordons, et encore une fois, l'hétérogénéité de ce podcast va se voir sur l'équipe dont on va parler maintenant, parce qu'on va parler maintenant des Clippers. Les Clippers l'année dernière, une saison, c'est un peu comme Utah dans la première partie, les chiffres de l'année dernière veulent un peu rien dire avec eux. Ils étaient donc à 42 victoires, 40 défaites, 24e attaque, mais c'était la 7e défense. Ils sont annoncés à 43,6 victoires. Amine, c'est ta question, je vais te lancer dessus. Avec Zubac comme seul intérieur valide, viable et valide aussi, va-t-on avoir droit à beaucoup de small ball en saison régulière pour les Clippers? Oui, j'ai posé cette question en sachant que perso, je répondrais oui. Derrière Zubac, c'est Moses Brown. Je pense pas qu'il va beaucoup jouer. Il jouera peut-être quand il y aura le garbage, mais sachant qu'ils ont une armée d'ailiers dont certains sont capables de jouer au poste de pivot small ball. Je pense à Covington et Batum. Je pense que ça résout le problème un peu de leur nombre d'ailiers à faire jouer si Covington et Batum se relaient sur le poste de pivot remplaçant dans un small ball. Ça permettra aux autres joueurs à l'aile d'avoir leur minute également. Donc oui, pour moi, dès la saison régulière, ce qui n'a pas forcément été le cas, parce que l'année dernière, c'est eux qui avaient Hartenstein en backup de Zubac et ça marchait très bien la rotation entre les deux. Mais sachant que Lou aime bien le small ball, l'utilise beaucoup en playoff, je pense que là, ça va commencer dès la saison régulière. C'est ça, Amine. J'ai trouvé la question intéressante parce que Lou souvent gardait le small ball un peu comme une arme à utiliser en saison régulière, en playoff, qui sortait de son chapeau pour déstabiliser d'autres équipes. L'année dernière, j'ai été checker les stats. Le 5 small ball qui a le plus joué, il a joué que 44 possessions, c'est très peu. Alors, ils avaient Hartenstein, ils avaient les restes d'Ibaka. Mais du coup, comment fait-on, Madiane? Est-ce qu'on joue plus de small ball cette année? Ouais, et au-delà du small ball à jouer, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cette équipe, c'est qu'elle va énormément varier toutes ses rotations. Alors ok, ils sont limités sur le poste de pivot, mais finalement c'est le seul poste. C'est-à-dire que tu peux jouer grand au poste 2 et avoir 3 ailiers sur le terrain,
et je pense que c'est une configuration qui va beaucoup exister parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'arrière de métier. Ils peuvent du coup jouer un ultra small ball peut-être aussi en jouant deux petits au poste arrière, deux vrais et trois ailiers dont un qui joue pivot. En fait, ils peuvent même décaler ils ont tellement d'ailiers qu'en fait, ils ont trois ailiers qui peuvent jouer. Ils peuvent soit les mettre 2 3 4, soit 3 4 5. Donc c'est en plus je trouve que ils auront une façon de s'adapter au contexte de l'équipe. Moi, c'est pas la saison régulière qui me fait peur du coup pour eux. C'est que je pense que il va leur falloir un autre pivot pour aller affronter les joutes, parce que c'est souvent ce qui va limiter ces équipes-là. C'est que quand tu te présentes et que tu essayes d'être contender sans vraiment être capable d'opposer un poste 5 dans des minutes clés, c'est pas beaucoup de minutes, mais c'est des minutes clés où tu as besoin de quelqu'un qui peut te les produire. Zubac a quand même montré souvent ses limites et c'est là où je suis vraiment pas convaincu que ça suffira. Pour la saison régulière, je suis moins inquiet et justement toutes ces rotations, ça va être l'occasion d'expérimenter, de faire des choses, d'être intéressant, de pouvoir aussi reposer Kawhi par moment et de vraiment tenter de jouer le plein potentiel, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de lui forcément pour gagner plein de matchs. Donc la saison régulière, ça me va, mais j'attends d'eux qu'ils changent 2-3 choses dans le roster d'ici la fin de saison, parce que ça ne pourra pas aller pour une équipe qui a des grosses ambitions, ça ne pourra pas aller chercher plus sans changer des choses. Puis on a Tyronn Lue qui pourra bien faire jouer ça, parce que maintenant, petit tacle, maintenant on est en 2022, donc tout le monde salue Tyronn Lue comme un bon coach après l'avoir tapé de manière dessus pendant 3 années. C'était pas LeBron le coach? C'est ça qu'on m'a dit. Ouais, du coup, mais effectivement, il pourra tester ça. Il y a déjà notamment, j'avais lu ça sur The Athletic notamment, où on voulait par exemple responsabiliser Norman Powell un peu à la création. Il y a vraiment cette idée de jouer du basket sans position, et ça va être très intéressant. Et moi, les gars, sur de la saison régulière, on en parlait en off, mais du coup, là, avec le format des présentations, pour l'instant, j'ai fait tous les épisodes. J'ai pu voir les bancs de certaines mauvaises équipes, dont certaines dont on a parlé aujourd'hui. Leur effectif qui est à 12, alors il y a toujours des blessures, ils seront peut-être qu'à 9 ou à 8 à certains moments. Leur effectif va rouler sur certains bancs NBA. Donc, si on en vient à la prédiction, les gars, le 43 victoires, déjà à Vegas, ils sont à 52. C'est une équipe qui, pour moi, joue une des 3 premières places à l'Ouest. Leur seul problème étant qu'ils leur division est très très corsée, mais ils jouent très haut, quoi. T'en penses quoi, Amine? Tout à fait d'accord. Pour moi, ils jouent les 3 premières places à l'Ouest. En fait, en plus de la profondeur, il y a la variété des profils qui est présente dans leurs armées d'extérieur. T'as Norman Powell qui peut porter le ballon, t'as Terrence Mann qui est plutôt un facilitateur. Si t'as envie d'envoyer du foot, t'envoies Luke Kennard. Si t'as envie d'envoyer de la défense, t'envoies Covington. En fait, il y a une variété tellement importante, sachant que Lou aime bien, comme tu viens de le dire, en fait, Lou, on s'est rendu compte pour certains que c'était pas plutôt un bon coach, et il aime bien varier justement en fonction des match-ups. Et je les vois bien. La seule question qu'ils posent je pense qu'ils ont l'effectif pour même faire premier, mais justement, comme tu l'as dit, il est très probable qu'il y ait du load management, qu'on prenne son temps un petit peu en régulière pour essayer d'être vraiment prêt pour les playoffs. L'autre truc par rapport au pivot le pivot backup qui manque, je pense que c'est pas si mal que ça de démarrer la saison comme ça, sachant que tu as beaucoup de contrats à 10-15 millions qui sont faciles à bouger. Et si tu veux vraiment ton pivot backup pour les playoffs, ça ne sera pas si difficile que ça de l'obtenir au moment de la trade deadline. Surtout qu'on l'a déjà dit dans les autres podcasts, sachant qu'il y a un paquet d'équipes qui vont être vendeuses parce qu'elles vont clairement être dans la course à Victor, eh bien, tu pourrais te retrouver avec des joueurs intéressants en protection. Comme tu l'as dit, Madiane, c'est peu de minutes et c'est peut-être un mouvement qu'ils feront en février. Je reviens vers toi, Madiane. Tu les vois où? Est-ce que c'est encore l'algorithme est à retravailler, Madiane? C'est ça avec les 43 victoires pour les Clippers? Ouais, non, moi je les ai dans ma projection parce que je commence à faire mon petit classement en préparant ces épisodes. Moi, je les ai plutôt à 50. Je les vois vraiment bien.
c'est une équipe qui va être capable de s'adapter. Ça va être un vrai caméléon dans la saison et ils peuvent être capables d'aller poser des problèmes à tout le monde. Là où généralement il y a des équipes en saison régulière qui sont très standardisées, qui arrivent avec un plan et qui viennent faire ça. Cette équipe n'est pas capable de faire ça. Cette équipe est obligée de s'adapter. Et justement, c'est ce qui va la rendre très difficile à jouer pour beaucoup de monde, parce que tu peux difficilement, dans un enchaînement de matchs, bien te préparer contre elle, parce que tu ne sais pas quelle version tu peux avoir. Parce que d'un seul coup, ok, il n'y a pas Kawhi, du coup ils changent tout leur game plan. Bon, ça change énormément de choses sur le terrain. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans cette équipe des Clippers. Donc moi je pense que 50 victoires, c'est un bon sujet. Et du coup, forcément à 50, tu commences à te rapprocher du sommet de la conférence Ouest, même si ça va être assez difficile de chercher cet avantage du terrain. Ils peuvent en être pas très très loin. Hein. Et s'ils sont pas très loin de cet avantage du terrain, on en parlera, mais là, ce sont les preview playoffs qu'on ne va pas griller. Ça va commencer à parler. Est-ce que, et là, je prolonge la question parce qu'en fait, on a été félicitations à Amine et Madiane pour le timing, ça a été magnifique. Est-ce qu'on a avec les Warriors, est-ce qu'on a aujourd'hui eu les 2 premiers candidats au titre de nos previews? Oui. Oui, mais surprenant s'ils le gagnaient. C'est-à-dire, c'est pas les favoris, mais c'est les gros outsiders. Moi, les Clippers, okay. je veux bien les mettre dans les favoris. Je suis moi la rotation en préparant, je vous ai envoyé un message catastrophé. La rotation, elle est folle en fait. La rotation une rotation à 12 comme ça. Alors se posera la question de la création, etc. Mais ouais. Encore une fois, ce sont c'est du basket de playoff sur de la saison régulière. Ils ont vraiment tout pour être très très forts. Mais c'est la première équipe top 5 en odds à Vegas, il me semble. Ouais, ils sont très très hauts. Après, il y a un peu après Vegas est meilleur que tout le monde, hein. Même les meilleurs journalistes NBA tombent face à Vegas. Il y a aussi ce truc avec les Clippers qui profitent ils ont l'aspect star, ils ont l'aspect profondeur, et ils ont plusieurs aspects qu'aime bien Vegas, et ça va être une équipe sur laquelle il faudra compter. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'on va être enfin en possibilité de voir cette équipe rien que sur une saison régulière en forme pour qu'on puisse la juger. Eh bien, on va finir comme ça. On a passé la moitié, la fatigue commence à s'accumuler, mais là, on commence à rentrer dans des équipes où il y a de l'ambition et on ne parle pas vraiment. On parle plutôt où ça devient difficile de rester sur de la saison régulière. Vous avez retrouvé cet épisode sur YouTube en avant-première pour ceux qui nous regardent sur YouTube, donc n'hésitez pas du coup à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, sur vos plateformes d'écoute. Nous, on va continuer, on va se reposer un petit peu, et puis là, on va entamer le podcast d'après. C'est quoi le podcast les Américains disent Pretenders, Contenders. Je pense qu'on a quand même déjà certains favoris dans l'épisode d'après, donc on va marquer quelques jours de pause, et puis on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Salut! Salut!